Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'une légende de la guerre de Vendée, François Athanase Charette de la Contrie, le roi de Vendée, qui a combattu sans relâche les Bleus en pleine terreur au terme d'une flamboyante épopée. Partons ensemble sur les traces du charismatique héros blanc. La guerre de Vendée ne trouve pas son origine directement dans la Révolution de 1789, qui a même été plutôt bien accueillie par les habitants de cette région. En revanche, les populations locales, et notamment les paysans largement majoritaires, ont très vite été déçus par le nouveau pouvoir. Entre 1790 et 1793, la Convention nationale ordonne plusieurs mesures majeures entraînant une révolte de l'Ouest dès juillet 1793. Les obligations visant à mettre fin au principe de l'Ancien Régime et de contrôler le clergé. Deux mesures sont adoptées. L'obligation des prêtres à prêter serment sur la constitution civile du clergé. Cette constitution, faite de façon unilatérale par la République, tend à donner la primauté à la République au détriment du pape pour la gestion des affaires religieuses dans le clergé français. Une partie des prêtres refuse de prêter serment par fidélité au pape et se trouvent interdits d'office, puis traqués, déportés, exécutés. Les paroissiens soutiennent généralement leurs prêtres réfractaires, refusent les nouveaux prêtres dits jureurs et voient leur décision de la République comme une atteinte directe à leurs convictions religieuses. La seconde mesure, la République ordonne la levée de 300 000 hommes pour soutenir les armées en guerre contre les monarchies européennes qui veulent étouffer la Révolution. À l'Ouest, on n'est pas forcément très enthousiaste à l'idée d'aller se faire tuer. La durée du service militaire n'a dans les faits pas de limite. Sur le Rhin, pour une république qui a décapité Louis XVI. Les réfractaires s'organisent autour de quelques chefs vendéens, issus de la noblesse ou du peuple, comme Catilino, premier généralissime de Vendée surnommé le Saint de l'Anjou, qui trouvera la mort en 1793 au combat. Jean-Nicolas Staufflet, mort en 1796, fusillé. Maurice-Joseph Louis Gigot d'Esblés, fusillé en 1794. François Athanase Charette de la Contrie, fusillé également en 1796. Sa devise était combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Henri de la Roche-Jacquelin, mort en 1794 au combat. Ou encore Antoine-Philippe de la Trémoille, prince de Talmont, qui trouve la mort en 1794 sous la guillotine. La révolte recouvre une vaste région que l'on regroupe sous le nom de Vendée militaire, mais qui de fait regroupe certes la Vendée, mais aussi une partie de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et les Deux-Sèvres. En Bretagne et en Vendée essentiellement rurale, les paysans souffrent de la transition vers l'assignat, monnaie de circulation et d'échange mise en place dès 1791 par les assemblées révolutionnaires. Celles-ci multiplient les émissions et l'inflation grimpe. En février 1793, les assignats ont perdu la moitié de leur valeur. Une certaine bourgeoisie en a néanmoins tiré un bon parti et s'est enrichie, détenant ainsi les pouvoirs économiques et politiques dans ces régions. Et leurs habitants considèrent avec plus d'aversion ces nouveaux riches que leurs anciens seigneurs. Le 24 février, un vote par la Convention girondine, à l'origine de la Première République, met le feu aux poudres. Celui de la levée en masse par tirage au sort exemptant les fonctionnaires de 300 000 hommes. Cette annonce provoque immédiatement une révolte paysanne, aussitôt réprimée par la force. Car dès le mois de mars, la Convention a voté la répression sanglante des contre-révolutionnaires, marquant le début de la période surnommée la Terreur. Tout rebelle pris les armes à la main doit être exécuté sans procès. C'est ainsi que débutent là où les guerres de Vendée et la chouannerie. Les massacres de Machecoul, qui se déroulent à partir du 11 mars 1793, constituent l'un des tout premiers épisodes sanglants de ces affrontements opposant les républicains, les bleus, aux royalistes, les blancs. Ces derniers, également surnommés vendéens ou insurgés, établissent dès avril l'armée catholique et royale. François Athanase Charette de la Contrie a été l'un des chefs de cette armée catholique royale. Né le 2 mai 1763 à Couffé, près de Nantes, dans une famille de la noblesse bretonne. Il fait ses armes à l'école des gardes de la marine avant de poursuivre sa carrière militaire à travers le globe.
Il participe à la guerre d'indépendance américaine, à des campagnes en mer Baltique, en mer Méditerranée. En 1790, il prend sa retraite de façon anticipée et revient en France pour épouser la veuve de son cousin, Marie-Angélique Jossenet de la Doustière, de 14 ans, son aîné. C'est dans son manoir de Fontclose en Vendée, obtenu grâce à son mariage, que des paysans seraient venus le déloger lors de l'insurrection vendéenne. Bien que les circonstances de son entrée restent mal connues, fourches, bâtons, fossiles ou lourds fusils à la main, ils ont envahi la cour de son manoir de Fontclose à la Garnache, en Vendée. Hommes, femmes, enfants, la petite armée déguenillée de paysans en colère est venue exhorter le jeune maître des lieux à rejoindre auprès d'eux la rébellion qui gagne les campagnes de l'ouest de la France et de prendre leur tête. Réticent à embrasser une cause quasi perdue d'avance, François Athanase Charette de la Contrie tente d'abord de les fuir. Mais cet homme de devoir sait que l'on n'échappe pas à son destin. Quand Débusquet, le précoce retraité de la Royale, consent à s'adresser à eux, c'est pour prêter un serment solennel qu'il ne dénoncera jamais. Je ne reviendrai, leur lance-t-il, que mort ou victorieux. Charette commence par attaquer la ville de Pornic, s'en emparer, puis se rendre à Machecoul dont les insurgés venaient de s'en emparer. Il assemble ensuite ses soldats dans l'église, jura de périr ou de triompher, et leur fit prêter serment de ne jamais abandonner la cause de l'autel et du trône. Au début du mois d'avril, l'insurrection est réprimée en Bretagne et dans le Maine. Charette se retrouve alors menacé par deux colonnes républicaines. Au nord, sortie de Nantes, la colonne de l'adjudant général Jean-Michel Bessières, forte de 3000 hommes de l'armée des côtés de Brest. Au sud, sortie des Sables d'Olonne, la colonne du général Henri de Boulard, forte de 4000 hommes de l'armée des côtes de La Rochelle. L'armée des Sables d'Olonne se met en mouvement la première. En quelques jours, elle enfonce les défenses de Jean-Baptiste Joly et s'empare de Châlons le 12 avril. Charette réunit alors ses forces avec celles de Joly pour contre-attaquer le lendemain, mais leur assaut est repoussé par l'artillerie républicaine. Le 14 avril, les républicains atteignent la bourgade de Saint-Gervais, où ils repoussent une nouvelle attaque de Charette et de Joly. Les insurgés laissent au moins plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de morts dans ces deux actions, tandis que les Bleus ne déplorent que 2 tués. Cependant, l'armée de Boulard, jugée trop isolée et éloignée de ses bases, reçoit ensuite l'ordre de battre en retraite. Malgré ses victoires et des pertes minimes, le général républicain se retrouve ainsi obligé d'abandonner les localités conquises et se replie sur la Motte à Chars entre le 20 et le 22 avril. Mais au même moment, Bessières se met en marche depuis Nantes. Sa progression est rapide. Le 21 avril, il s'empare de Port-Saint-Père, le quartier général de la Catilinière. Le 22, son armée arrive devant Machecoul. Charette déploie ses hommes en bataille aux abords de la ville. Mais les insurgés, démoralisés par leur déroute à Châlons et à Saint-Gervais, cèdent à la panique dès les premiers coups de canon et s'enfuient dans la campagne. Bessières fait alors son entrée dans Machecoul sans déplorer la moindre perte et réoccupe la ville. Les républicains font quelques prisonniers, dont René Souchou, qui est condamné à mort par une commission militaire improvisée puis décapité à la hache. Dans les jours qui suivent, Bessières divise son armée en différents détachements qui reprennent le contrôle de Pornic, de Bourgneuf-en-Retz, de Saint-Philibert de Grandlieu et de l'île de Noirmoutier. Si les nobles fortement sollicités en raison de leur expérience militaire rechignent à rejoindre le soulèvement, Charette en devient l'un des fers de lance. Admis au comté de Machecoul, il s'avère être, malgré un premier échec cinglant à Châlons, un fin stratège. Il remporte de nombreux succès durant cette campagne jusqu'à s'imposer sur tout le territoire du pays de Retz. Mais Charette doit se replier et trouver refuge auprès de l'armée de Charles de Royrand à Saint-Fulgent. Cependant, l'entrevue entre les deux chefs tourne mal. Royrand reproche publiquement à Charette de ne pas avoir su conserver Machecoul, alors qu'il a conquis Rosvière et Villevigne, avec seulement quelques centaines d'hommes. De plus, le comité royaliste de la localité demande à être payé pour fournir des vivres à ses combattants, et d'après Lucas de la Champinière, des paysans de Rochevière accusent Charette de lâcheté et délibèrent s'il ne le tuerait point. Il établit son quartier général dans la petite ville de Légier
et s'installe dans le château de Bois-Chevalier sur les limites de la Loire-Atlantique et de la Vendée, qui n'est sous la coupe d'aucun chef notable et dont le comité royaliste local est peu influent. Alexandre Pinault, le capitaine de paroisse locale, se rallie à lui. Cependant, François Athanase Charette de la Contrie gagne la réputation d'un commandant efficace et d'un grand meneur d'hommes, bien que parfois décrit comme colérique et brutal, voire cruel. Léger devient une sorte de royaume où flotte la bannière royale avec sur son trône le désormais surnommé roi de Vendée. Charette, aux commandes d'une armée de paysans, tient tête aux armées révolutionnaires. Informé de cette installation, Bessières détache une colonne de 600 hommes pour s'emparer de Léger. Charette est rejoint par un chef vendéen. Ensemble, ils réunissent 1500 hommes, dont un quart armés de fusils. Le 30 avril, les républicains attaquent Léger par le nord. La ligne de défense vendéenne est enfoncée, mais l'artillerie et la cavalerie des républicains s'enlisent dans la boue. Charette parvient à rallier les fuyards et fait placer les hommes armés de fusils sur les ailes des républicains afin de causer un maximum de dégâts. Le commandant républicain ordonne alors la retraite qui s'effectue dans la confusion la plus totale. Les Bleus laissent sur le terrain 2 canons, 21 prisonniers et plusieurs dizaines de tués. Fort de ce succès, Charette annonce le lendemain son intention de marcher sur Machecoul. Cependant, une violente émeute éclate entre ces hommes et ceux de l'autre armée, qui se disputent la possession des canons pris aux républicains. Charette est lui-même pris à partie, des combattants sont blessés et une dizaine de mutins sont arrêtés et enfermés dans une écurie. Les 2 chefs finissent cependant par rétablir le calme, et Charette gracie les mutins. Le soir du 2 mai, Charette se met en marche sur Machecoul avec 1 millier d'hommes. Cependant, l'expédition tourne au fiasco lorsque l'apparition d'un détachement de dragons républicains suffit à provoquer un mouvement de panique chez les paysans qui refluent dès le lendemain sur Léger. De son côté, le général de division Jean-Baptiste Camille Canclot, commandant en chef de l'armée des côtes de Brest, arrive à Nantes le 1er mai et planifie aussitôt une offensive visant à prendre la ville de Léger. Quelques jours plus tard, 4 colonnes se mettent en mouvement contre Charette. Au nord-ouest, la colonne de Bessières présente à Machecoul. À l'ouest, la colonne de Baudry-Dasson présente à Châlons. Au sud, la colonne de Boulard présente à Palloou. Et au nord, la colonne de Laborie présente à Saint-Colombin. Charette ordonne alors l'évacuation de Léger, qui s'effectue le 3 mai malgré l'opposition des habitants. Charette gagne Villevigne avec seulement 450 combattants. Il se heurte alors à l'hostilité du comité royaliste de la localité qu'il doit payer pour pouvoir obtenir des vivres et des logements. Charette envoie également un coursier pour Charles de Royrand à Montaigu afin de le prévenir de son arrivée et lui demander de la place dans son campement. Mais ce dernier répond en lui reprochant l'abandon de Léger et en lui défendant de se présenter à son camp. Charette s'installe alors dans les Landes de Boynes, entre Saint-Philibert de Boynes et Montbert. Le 5 mai, Léger est investi par les républicains, qui ne rencontrent qu'une résistance insignifiante. Canclot ne laisse alors sur place qu'une petite garnison de 500 hommes, et les différentes colonnes regagnent leur point de départ. Cependant, le 7 mai, la petite colonne de Laborie est brusquement assaillie par Charette lors de son retour à Saint-Colombin. Les républicains s'enfuient, presque sans combattre, et laissent entre 200 et 350 prisonniers. Parmi les captifs, quelques officiers et soldats de l'ancien régiment de Provence et de l'ancien régiment de la Marque, qui rallient les camps des Vendéens et servent d'instructeurs pour entraîner les paysans au combat, renforçant ainsi l'armée de Charette. C'est peut-être aussi après cet affrontement que l'Allemand Peffier rejoint Charette pour devenir par la suite son homme de confiance et son garde du corps. Quelques républicains sont également envoyés à Nantes pour proposer un échange de prisonniers. Mais les Bleus refusent en donnant pour toute réponse que la République ne traite point avec des rebelles. Charette, fort de son succès, décide de reprendre Léger et chassa les républicains de Machecoul le 11 juin 1793. La grande armée vendéenne, qui prit Saumur 2 jours auparavant, n'avait jusque-lors aucune communication avec lui. Catilino, qui fut nommé le 12 juin général en chef de l'armée catholique et qui se disposait à attaquer Nantes, lui propose de concerter ses opérations avec la grande armée.
Les troupes de Catilino devaient s'avancer par la rive droite de la Loire, et Charette devait essayer de pénétrer par les faubourgs de la rive gauche le 23 juin. La vigoureuse défense de Nantes fait échouer l'attaque. Catilino ayant été tué, les généraux royalistes proposent de choisir un chef pour remplacer celui qu'ils venaient de perdre. Charette appuya cet avis et se flattait de réunir les suffrages, mais ce fut Desblés qui est désigné comme généralissime des armées catholiques et vendéennes. Charette, quoique blessé de cette préférence, ne refuse pas l'autorité du nouveau chef et demande le poste le plus périlleux lorsqu'il tenta avec Lescure et Desblés de s'emparer de Luçon. Les Vendéens ayant été complètement défaits, Charette retourne à Léger et y reste jusqu'au mois de septembre suivant, époque à laquelle l'armée de Mayence se joint à celle de Brest. Le 17 février 1795, il signe le traité de paix de la Jaunais entre l'assemblée les plus modérées de la Convention thermidorienne et les chefs vendéens. L'accord est vite rendu caduc avec la reprise des combats 5 mois plus tard. Charette reprend les armes avec le débarquement de Quiberon, opération militaire organisée par l'Angleterre pour que l'Ouest se soulève, qui se soldera par un échec. J'ai lu une histoire de la Vendée. Si les détails, les portraits sont exacts, Charette est le seul grand caractère, le véritable héros de cette époque marquante de notre révolution, lequel, s'il présente de grands malheurs, n'immole pas du moins notre gloire. Oui, Charette me laisse l'impression d'un grand caractère. Je lui vois faire des choses, d'une énergie, d'une audace peu commune. Il laisse percer du génie. Aurait dit Napoléon Ier à propos de François Athanase Charette de la Contrie, rapporte l'historien Emmanuel de la Casas dans le mémorial de Sainte-Hélène. En juillet, le futur roi Louis XVIII confère à Charette le grade de général de l'armée catholique et royale. Face aux importantes forces républicaines, néanmoins, les insurgés s'effondrent peu à peu. À la mi-novembre 1795, des officiers vendéens enjoignent Charette à cesser les hostilités. Il refuse devant cette demande lâche et déshonorante et fait cavalier seul. Après un enchaînement de défaites et traqué sans relâche, Charette, encore suivi par seulement une cinquantaine d'hommes, est surpris par une colonne de grenadiers au nord de Luc-sur-Boulogne. Les Vendéens traversent alors Boulogne et s'enfuient par des chemins creux en direction de l'Est. 10 hommes de Charette sont tués, dont l'Allemand Péfière, son garde du corps. Ce dernier aurait saisi le chapeau de son général pour le mettre sur sa tête et attirer ainsi le feu sur lui. Pendant 3 heures, les Vendéens continuent de faire retraite en direction de l'Est. Charette se porte vers le nord-est en direction de la Mornière, afin de gagner le bois des Sarres. Il pense alors avoir semé ses poursuivants. La colonne de l'adjudant général Travaux fait à ce moment son apparition à l'Est et engage le combat, et les Vendéens courent se réfugier à l'intérieur du bois de la Chaboterie. Charette est légèrement blessé à la tête, à l'épaule et à la main gauche. Il a 3 doigts coupés et le pouce cassé. Charette n'a plus que 2 hommes avec lui lorsqu'il est poursuivi à vue par Travaux à la tête de 3 chasseurs de la Vendée et de quelques chasseurs des montagnes. Épuisé par ses blessures, le général vendéen est bientôt rejoint, ceinturé puis jeté à terre. Malgré ses blessures, il continue à combattre selon sa devise. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. Il poursuit le combat jusqu'à ce qu'un cri de joie se propage alors parmi les soldats républicains. Charette est pris. Il est finalement arrêté par le général Jean-Pierre Travaux le 23 mars 1796, puis emprisonné dans le sinistre prison à Nantes. Condamné à mort par le conseil militaire, il est conduit sur la place des agriculteurs de la ville où il refuse de se faire bander les yeux et de se mettre à genoux. Il est ainsi fusillé par le peloton d'exécution le 29 mars 1796. Des groupes résistent encore quelques semaines, mais sa mort marque la fin symbolique de la guerre de Vendée, ou du moins de la deuxième, puisque 3 autres insurrections prendront son nom jusqu'en 1832. Celui de Charette refait par ailleurs surface 2 siècles plus tard, avec la découverte, fin 2022, d'ossements lors d'un chantier rue de Lavoir à Nantes. Non loin de là, en octobre 1981, un charnier plus important avait déjà été révélé, et les restes réinhumés, transférés ou dispersés. Ceux de Charette, placés dans une fosse commune après son exécution, pourraient-ils s'y cacher ?
Ses descendants souhaitent que les os récemment décelés soient identifiés. Le Puy du Fou a quant à lui proposé, s'il s'agit en effet de la dépouille de l'insurgé vendéen, de les accueillir dans son complexe. Comme on l'a vu, tiré de l'ombre par un épisode marquant de l'histoire de France, l'insurrection vendéenne. François Athanase Charette de la Contrie a été l'un des principaux chefs vendéens. Le général s'est démarqué par ses qualités tactiques et son obstination et son refus de se rendre. Il est celui qui combattra le plus longtemps la République au nom du roi et de la monarchie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.